Bon début de semaine tout le monde, bienvenue en fait dans En toute liberté avec Joey Aubé et pour sa première de 2024 avec notre doc préféré, Doc Karim El Ayoumi, on parle, faut pas être surpris avec la saison des temps des fêtes qu'on a eu, on parle des urgences, on parle des taux d'occupation, des hospitalisations. On sait que la semaine dernière, notre cher ami Christian Dubé a même fait des sorties en mode quasiment santé publique, comme dans le bon vieux temps, pour nous parler de ça, à quel point ça avait pas de bon sens, puis ça déborde comme ça. Puis le système de santé est quasiment, encore une fois, sur le bord de la décadence. Écoute, on analyse les chiffres avec Karim. Je pense qu'il y avait un peu de son creux à nous jaser de ça. On nous présente certains articles qui datent d'il y a plus d'un an, en fait, pour faire comparaison, avec des données quand même assez intéressantes. J'ai eu l'occasion de feuilleter un petit peu ça. Fait qu'on vous en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Karim. Salut Joey. Passez un bon temps des fêtes? Oui, ça a bien été dans l'ensemble, ça a bien été. J'ai eu 8 jours de congé, donc j'ai pu quand même là, faire un peu d'activité, me reposer. J'étais bien content. Ouais, et c'est pour ça justement que, je l'avais dit un peu la semaine dernière, c'est pour ça que notre cher Karim n'est pas revenu toute la semaine dernière. Donc il prenait ses vacances parce que justement, pendant que nous autres, on fait c'est-tu c'était-tu à Noël ou au jour de l'an cette année, Karim, que tu étais en service? C'était-tu À Noël, Noël? ouais, exactement. Fait pendant que d'autres on déballait nos cadeaux, ben Karen, il était fidèle au poste aux urgences à soigner notre monde. Fait que garde, je pense qu'il mérite une semaine de plus à relaxer. Fait que c'est ça qu'il m'a demandé, puis ça te fait plaisir. Ce gars, tu reviendras quand c'est le temps. Mais là, il est revenu, puis en forme pour la prochaine saison. Puis je pense qu'on l'apprécie bien beaucoup. Fait que écoute, je te laisse là-dedans. Je sais qu'avant de commencer sur le gros du sujet, tu voulais nous faire un petit interlude avant de commencer. Je te laisse aller. Ben oui, absolument, c'est ça. Ben, la première chose, là, je tiens à dire que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cette saison-là. On va avoir beaucoup de sujets. Moi, je pense que la santé, Mhm. ça va continuer. Puis il y a aussi Oui. un des créneaux que j'aime particulièrement, c'est la géopolitique. On va avoir la chance de faire une coupe de capsules là-dessus parce que je prédis que ça va être une année très guerrière, 2024. Donc ça va être assez intéressant. Mais avant qu'on se mette à parler des urgences, puis de M. Dubé, tout ça, je tenais à faire quand même un petit hommage au doc, le doc Mayou qui est Oh, décédé récemment. Il est décédé, quoi, ça fait 2 jours, je crois. à peu Pourquoi? Ben, près ça, ouais, 2-3 ouais, jours. pourquoi? C'est parce que c'est un personnage unique, ça c'est certain. Là, dans l'histoire du Québec moderne, là, c'est bon. Il n'y en a pas deux comme lui, c'est clair. Puis, tu sais, le but, là, c'est pas de dire d'accord avec quoi, pas d'accord avec quoi. C'est zéro important là, pour, en tout cas, je veux dire, pour la suite des choses, tant qu'à moi. C'est plus que moi, qu'est-ce que ça fait depuis que j'ai 15 ans que de façon sporadique, je l'écoute un petit peu parce que je me rappelle, quand ma mère venait, moi, je faisais du sport-études, puis quand je terminais mon sport-études l'après-midi, puis j'étais adolescent, il y avait son émission qui tournait, puis ma mère l'écoutait à l'époque. À un moment donné, j'avais dit, c'est qui ce personnage-là? Puis là, elle m'avait dit, c'est le Doc Mayou. Elle dit, il est bien connu, c'est un psychiatre, tout ça. Je l'écoutais. Puis je trouve des caractéristiques intéressantes de cet individu-là, c'est que premièrement, courage, OK? Ça, moi, j'ai tendance à admirer les gens qui ont du courage, et ça, cet individu-là, pour cette tenue debout comme il l'a fait dans sa vie, parfois peut-être à raison, parfois peut-être à tort, mais ça, c'est encore une fois, c'est pas ça qui est le principal. Il s'est tenu debout pour ses opinions. Et on sait qu'il y a eu quand même, là, il était régulièrement devant le Collège des médecins. Il s'est défendu lui-même. Je ne sais pas si les gens le savent, là, mais moi, je viens d'une famille d'avocats. Le droit, c'est une profession en soi. C'est pas pour rien là, qu'il y a des gens qui sont des avocats, il y a des gens qui sont des notaires. C'est compliqué. Donc, de te défendre toi-même, à un moment donné, quand tu as des accusations sans arrêt, tu n'as pas le choix, sinon tu vas te ruiner. Donc, de te défendre toi-même, ça prend beaucoup de temps. En plus d'avoir fait de la radio, en plus d'avoir fait sa pratique de psychiatre. Donc, courage. Deuxièmement, travailleur acharné. Ça, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, travailleurs acharnés. Euh, Puis quelque chose que moi, en tant que scientifique, ce que j'appréciais de lui, c'est que je trouvais que c'était un excellent vulgarisateur scientifique pour le public. La façon de parler, il parlait au public lorsqu'il parlait de psychiatrie, puis que les gens notent bien, c'est que c'est sûr il y avait un personnage. Lorsqu'il parle, il parlait de choses Ouais, à gauche, à droite, tout il ça. était saucé, là. Mais lorsqu'il Pardon. parlait de psychiatrie purement, là, par exemple, d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, de psychose, son ton descendait d'un cran. Il était son débit verbal Ouais, ouais. descendait d'un cran et il était, comment je peux dire, il était plus posé.
Puis, moi, je le trouvais intéressant comme vulgarisateur scientifique, parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé à l'écouter, j'avais pas de connaissances, là. Et je trouvais ça intéressant, puis ça m'avait même attiré. Je me disais, c'est intéressant ça, les antidépresseurs, antipsychotiques, comment ça fonctionne, ces choses-là. Donc, je m'étais déjà intéressé à ça m'avait donné un attrait là, pour, disons, là, la santé mentale. Puis, dernière chose que je trouve intéressant, que je trouvais très intéressant de l'individu, puis ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est d'être capable de prendre des éléments de sa profession que tu apprends sur le plan académique et de les extrapoler à la société en général, sur le plan sociologique, sur le plan politique. Et ça, il le faisait mieux que la grande majorité des gens de ma profession que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, disons, donc, hommage à cet individu qui était unique, disons. Puis, je voulais commencer en faisant ça. Ah non, puis je pense que une des autant qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mis à l'honneur dans les derniers jours, mais je pense que la publication de Dominique Moret a vraiment a fait skyrocketer dans les réactions parce que c'est ça, autant qu'il y avait beaucoup d'aspects, puis c'est vrai qu'il y avait un personnage derrière, puis tu sais, on a plein de citations du Doc Mayo, puis Frank en a fait jouer des saucés. Tu te dis, mon Dieu, il a vraiment dit ça. Je pense qu'il y avait un peu ce côté-là que les gens appréciaient, mais c'était vraiment, si on peut. S'il y a une leçon que cet homme-là nous a appris, c'est que même les vérités les plus dures, faut qu'elles soient dites, puis il faut tenir son bout, puis il faut toujours rester soi-même, tu sais. Puis pas, tu sais, puis pas perdre son intégrité, même si à la limite on perd un peu la face en bout de ligne, mais au moins tu ne pourras pas dire que tu n'as pas courbé les chines un peu. Moi, je peux faire ça rapidement. Mon premier contact, si je peux dire, avec le Doc Mayou, j'étais pas jeune, j'avais 5-6 ans. C'était l'édition de Love Story en 2001. J'écoutais ça avec mon père, j'avais 6-7 ans. Puis dans le panel d'experts pour parler du monde de Love, t'avais le Ah Doc ouais, Mayou. OK. Puis c'était drôle parce que, tu sais, on s'entend c'est de la télé-réalité. Puis, tu sais, c'était quétaine. On parle des débuts des années 2000. Là. Mais c'est ça. Mes premiers contacts avec le Doc Mayou, c'était Love Story. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont sans doute penser la même affaire de leur côté pour ceux de ma génération. Mais par la suite, c'est ça. Il y a eu la radio, puis il y a eu ces trucs. Je sais qu'on aurait un peu de lui avec les humoristes de Juste pour rire, puis des trucs comme ça. Puis c'est différents trucs avec la justice, puis son ordre de psychiatre et tout ça. Mais non, c'était. Disons que autant que c'est ça, on peut être d'accord ou pas avec ses propos, peu importe, mais je pense qu'en bout de ligne, faut pas qu'on sait comme cet homme-là de dangereux ou de pas sain d'esprit. Là. Tu sais, on voit que le gars, Non. autant qu'il joue un peu un rôle, mais comme tu dis, il savait être sérieux quand c'était le temps. Tu sais. Ouais, exactement. C'est qu'il savait, en tout cas, de ce que j'ai écouté de lui, là, moi, je peux pas témoigner j'étais pas branché, là, je l'écoutais pas chaque jour, là, mais je Moi non l'écoutais plus, c'est ça, je voyais de juste façon des. sporadique. Mais il me donnait l'impression de quelqu'un qui était capable de cerner quand c'est le temps de baisser le ton d'un cran. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui était plutôt en détresse ou quelque chose comme ça, il me donnait l'impression d'être capable de le faire, du moins de ce que j'ai entendu. Hmm. On va dire comme le doc. José, arrêterait que les urgences débordent. Fait que ouais, fait que Karim, écoute, veux-tu que je commence avec l'article que tu m'as envoyé de la presse? En fait, Ouais, ben, peut-être le plus récent, parce que je t'en ai envoyé deux. ouais, OK, un de 2022. Pourquoi? Parce qu'il met des ratios internationaux de nombre de lits, OK? Mais peut-être débuter avec celui de Dubé. de Dubé, du 10 Oui. janvier dernier. Donc, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est un article de Radio-Canada. Ça va continuer d'être difficile dans les urgences au Québec, dit le ministre Dubé, sorti le 10 janvier dernier. Donc, c'est la fameuse conférence de presse que Christian Dubé a faite la semaine Oui, dernière, que je n'ai pas écoutée, mais que j'ai vu des bribes un peu ouais. de ce que j'ai entendu au travers. C'est que c'est ça. On nous parle bien évidemment, mais c'est un peu sans vouloir scraper un peu la nouvelle, Karim, c'est un peu le jour de la marmotte. Là. C'est un Oui, peu oui, oui, oui. comme à chaque année, c'est les mêmes refrains qui se répètent. Là, c'est un peu comme une symphonie de Mozart. À un moment donné, ça recommence. Puis, Tout à fait. c'est un peu comme ça. Là. Fait qu'on parle vraiment, c'est ça, des gens qui ont été. Mais vous l'avez entendu durant le temps des fêtes. Là, c'était quasiment rendu un peu indécent. Même Mario Dumont, je l'ai entendu parler la semaine dernière, que il mettait des pancartes devant les urgences. Si c'est pas urgent, venez pas. Puis c'était quasiment. En tout cas, le système était quasiment en mode désespéré. En tout cas, je sais pas si à ton hôpital c'était un peu comme ça aussi, mais c'était Ouais. c'était un peu Et c'est spécial à voir.
Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour qu'on essaie de décortiquer les choses un petit peu. C'est que d'année en année, les urgences débordent toujours. C'est toujours la question, les gens vont dire est-ce qu'elles débordent vraiment, est-ce qu'elles débordent pas? C'est toujours relatif, hein? C'est toujours une question de définition. La réalité, c'est que, de mon opinion personnelle, pour être sur le terrain quand même, là, oui, elles débordent. OK? Et on va expliquer pourquoi un petit peu ici. Lorsque tu regardes puis le docteur Boucher qui était avec M. Dubé, qui est le président de l'Association des médecins d'urgence du Québec, avait amené certains points qui étaient intéressants. C'est que, bon, la première des choses, est-ce qu'elle déborde plus que les années précédentes? La réponse, c'est pas vraiment. OK? Lorsqu'on regarde, par exemple, là, puis avec Jeff, là, Yann avait décortiqué certains chiffres du tableau de bord que je t'ai envoyé, là, que je t'ai envoyé également C'est en ça. Ben, en lien. fait, ce qu'il Sur- montrait, c'est que c'était à peine moins. En fait, c'est que techniquement, cette année, on en aurait eu un peu moins, mais je pense que c'était comme 9 500 par rapport à 9 600 quelques l'année Exactement. dernière. On est à peu près dans le même ratio par rapport à l'an dernier. Un peu Ça, c'est la réalité. En plein milieu de la COVID, on en avait significativement moins dans les urgences. Il y a une année, là, je pense en janvier, là, en plein milieu de la COVID, on était autour de 7 000, à peu près 6 500, 7 000. Donc là, il y en avait significativement moins, mais c'est parce que là, tu avais l'effet pervers que les gens avaient tellement peur d'aller à l'hôpital qu'ils n'allaient pas. Puis après ça, on reprenait des catastrophes totales, là, 2, 3 semaines après, genre des gens qui avaient des douleurs dans la poitrine puis qui n'étaient pas allés à l'urgence pendant 3 semaines. Puis là, c'est un infarctus qui est complété, qui n'a pas été traité avec une insuffisance cardiaque sous-jacente parce qu'il n'a pas été traité assez rapidement. Donc ça, on avait eu ça en plein milieu de la COVID. On avait significativement moins de patients dans les urgences. Si on regarde 2020, on en avait plus. On était à 11 000 quelque chose en 2020. 2020, qu'il faut se rappeler qu'il était une année qui avait eu, OK, qui avait eu une influenza assez solide. OK, donc ça, c'est OK. quand tu vas regarder, parce que tu sais, tu as aussi le vaccin pour l'influenza, des années, il fonctionne très bien, des années, il ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est Lorsqu'ils font. le ça, Karim, c'est la dernière année que l'influenza a existé. Ça, je vais faire une joke. Ben, Tu sais, parce que tu te rappelles, durant la pandémie, à un moment donné, je rappelle. l'influenza, le docteur Arruda était en conférence de presse, puis elle est revenue. C'était comme, elle était disparue pendant 3 ans, puis pop, faut dire Sésame, ouvre-toi, Abacadabra, puis tout d'un coup, pouf, l'influenza est revenue dans le radar. Ça faisait un peu magie apothicaire, un peu. La façon que ça avait été dit, c'est vrai. Maintenant, il faut regarder un peu, il existe quand même ce phénomène-là en microbiologie, puis les microbiologistes seraient d'accord, c'est-à-dire lorsque des fois tu as un virus qui prend énormément de place, De l'autre l'éclipse. va avoir, oui, exactement, l'autre, il va avoir une prépondérance Ouais, ouais. moins importante. C'est un vrai phénomène scientifique, là. Ben, en fait, c'est que Mais c'est logique, sachant que, mettons, si un virus contamine davantage de gens, puis mettons, s'il est plus puissant ou plus virulent que de quoi, mettons, d'un peu plus moins grave, comme par exemple l'influenza, ben l'influenza, ben beau qu'elle essaye de se diviser puis de se partager à travers les gens, ben, si sont déjà infectés par de quoi d'encore pire, ben, elle t'offre pas, là. Fait que c'est un peu. et donc, Sans c'est la vouloir être un peu semi-scientifique, là, je suis zéro non, médecin, là, mais non, mais je veux dire, je pense que non, non, la façon que tu l'as vulgarisé, c'est tout à fait correct. parfait. Et non, non, tout à fait. Et ça, c'est un phénomène qui existe réellement. Et c'est vrai qu'on testait moins l'influenza, par exemple, à ce moment-là, parce que Mhm. on avait tendance à tester plus la COVID. Cependant, le rôle de la santé publique, c'est quand même de faire des échantillons, OK, avec des anticorps, c'est-à-dire pour regarder un peu c'est quoi la proportion du virus que tu vas avoir dans la population, puis c'est quoi son taux de réplication. Puis ça, tu es capable de le faire en sélectionnant OK, des anticorps chez des individus, et tu regardes pour l'influenza, tu regardes pour tu vas regarder pour la COVID, tu vas regarder pour le virus respiratoire syncytial, puis tu es capable de voir un peu c'est quoi là, la prévalence de ton virus au sein de la population. Donc, mais à partir du moment où est-ce que les variants sont devenus moins virulents, on a vu en effet un influenza qui est revenu, mais en 2020, il y avait eu une influenza qui était quand même assez solide. Est-ce que ça explique pourquoi il y en avait quand même significativement plus? Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs épidémiologiques? Il faudrait revenir en 2020 et regarder est-ce qu'il Puis s'est même voir passé les d'autres autres choses. années après, puis c'est ça. C'est un peu comme Exactement. dans tout, il y a des années que ça pop vite, puis c'est un peu, ben, pas que je dirais pas que c'est aléatoire, mais disons que c'est difficile à prévoir un peu, là. Tu sais, des fois, ça remonte, des fois, des
Il y a Tout à tellement fait. de facteurs que c'est quasiment pas calculable, Tout là. à fait. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on lit l'article un peu là, que M. Dubé discute, ça donne l'impression en regardant le titre, en lisant l'article, qu'on est dans quelque chose qu'on n'aurait jamais vu, ce qui n'est pas le cas. On est dans des taux d'occupation d'urgence pour un mois de janvier qui sont relativement stables à travers le temps. Maintenant, Ah, où c'est ça sont... que je trouve ça un peu drôle parce que la citation qui est le titre de l'article, c'est que ça va continuer d'être difficile dans les urgences au Québec. Ben, donnez-moi un moment où que ça a pas été difficile dans les urgences au Québec. Comment Tu ça? sais, c'est comme Mais vous il faites est... vous nous sortez une prémisse que ça a déjà été mieux. Pouvez-vous me le montrer, s'il vous plaît? Parce que j'ai et- l'impression que c'est la même affaire depuis 20 ans. donc, Euh, M. Dubé a raison quand il dit ça. Il dit ça va continuer à être difficile. Ben oui, merci. oui, c'est vrai. Donc là, on peut Euh, dire, est-ce qu'il nous a vraiment appris quelque chose? Pas vraiment. OK? Mais, par contre, là, il faut regarder pourquoi tu as des taux d'occupation de lit, tes taux d'occupation quand même, là, tu as, avais, en date du 10 janvier, 35 hôpitaux qui étaient à plus de 150. Là, il y a des gens qui disent, ben non, ça n'existe pas 150. Comment ça peut être 150? ouais, c'est ça, parce qu'il y a pas comme 3 patients sur un même lit, là. Tu sais, c'est pas ce genre de pourcentage-là qu'on Non. parle. En effet, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsque tu dis 150 100 c'est ta capacité maximale qui va être déterminée en fonction de ce qu'on considère un ratio sécuritaire selon des normes de pratique. Normes de pratique, là, tu vas dire c'est subjectif, ben, c'est des normes de pratique, je veux dire, d'un pays civilisé, on s'entend. C'est-à-dire combien, puis ça, c'est bien étudié, combien ça te prend d'infirmières dans une urgence, sur un département de cardiologie, sur un département aux soins intensifs. As-tu besoin d'une infirmière par patient? As-tu besoin d'une infirmière pour 2, pour 10, pour 8, pour 6? Tout ça est quand même bien étudié dans la littérature. Et pas juste ça. Donc, nombre d'infirmières, OK? Nombre de médecins disponibles. Mhm. Également, nombre de préposés aux bénéficiaires, parce que les Of préposés course. sont très importants pour Ouais. je veux dire, les soins multidisciplinaires qu'on donne aux patients. Et nombre d'inhalothérapeutes. Faut que tu prennes ça en compte aussi. Si tu as 2 inhalos, mais les deux sont au bloc opératoire, puis ben là, je veux dire, ton urgence, si tu n'as pas d'inhalo, ça ne fonctionne pas. Et également l'équipement, nombre de moniteurs cardiaques, OK? Parce que là, si tu as X nombre de patients qui arrivent à l'hôpital, ben, tu sais que statistiquement, tu risques d'en avoir Y nombre qui vont avoir besoin d'avoir un moniteur cardiaque sur eux pour qu'on puisse détecter une arythmie. Patient qui arrive à l'hôpital avec une grosse douleur dans la poitrine, c'est sûr qu'il faut que tu le mettes sous moniteur cardiaque. Si tu le laisses sur une civière sans moniteur, ben, tu n'es pas dans des normes de pratique sécuritaire. Non, c'est ça. Non, nombre de masques à ventilation invasive. Patient qui arrive qui n'est pas capable de respirer par lui-même, il faut que tu aies une ventilation invasive pour être capable de lui permettre de respirer. Si tu as 3 masques dans ton urgence, ben, je veux dire, puis tu as trié, je ne sais pas, moi, 100 patients dans ta soirée. Là, j'exagère 100 patients, mais toi, tu as trié 60 patients dans ta soirée. Tu n'es pas safe côté statistique, là, tu comprends? Donc, tout ça fait en sorte, donc l'équipement et le personnel font en sorte que tu as un nombre de lits maximum sécuritaires. Mais bien sûr, une fois que le nombre de lits maximum sécuritaires, selon des normes de pratique d'un pays civilisé, sont atteints, si toi, tu arrives et tu as de la misère à respirer, on ne te ferme pas la porte au nez et on ne dit pas, ben allons, tu retournes chez vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout pas dans une province où c'est qu'on paye quasiment la moitié de notre budget, des taxes et impôts, s'en va dans ce système-là, puis qu'on fait absolument tout pour que ce soit uniquement le public qui gère tout ça, Absolument. puis qu'on laisse aucunement la place au privé, puis qu'on n'arrête pas de dire que c'est notre fierté. Disons qu'on ne peut pas se permettre de dire retourne chez vous. Malgré que, de manière indirecte, comme j'ai dit tantôt, on le fait un petit peu durant le temps des fêtes, pareil, là. Ben, c'est de dire, et ça, c'est toujours la question, c'est très, très, très délicat de dire ça, parce que c'est de partir avec la prémisse que tout individu a le même jugement par rapport à son état de santé. Tu comprends? Donc, et c'est vrai que tu as des gens que tu vas leur dire, et souvent, les gens qui ont, j'ai pas d'études là-dessus, là, mais les gens qui ont le jugement nécessaire, souvent, tu n'as pas besoin de leur dire. Ils vont Non, c'est savoir ça. quand est-ce qu'ils ont besoin d'y aller. Donc, moi, je trouve qu'une attitude comme ça, euh, c'est, je dirais pas dangereux, je n'irais pas jusque-là, mais je dirais, moi, je ne serais pas à l'aise à envoyer un discours comme ça sur la place publique pour la simple raison que moi, je ne peux pas me fier
à ce que l'ensemble de la population soit en mesure de dire tu as des gens qui pensent qu'une douleur dans la poitrine, c'est pas si grave que ça. Moi, j'en vois là, des patients qui arrivent à l'urgence, je me dis, il y a mal dans la poitrine depuis une semaine. Je dis, ouais, pourquoi vous n'avez pas consulté? Je dis, ben alors, je me suis dit, ça va passer. Ben, tu comprends? Donc, Ben, surtout ben, d'un, je pense que ça fait ce genre de discours-là, je te disais que c'est un peu ben, de la part du gouvernement puis du système de santé, c'est un peu comme un genre d'un aveu d'échec de manière indirecte d'une certaine façon. Puis aussi, puis regarde, c'est un peu, je parle pour notre mentalité familiale, si je peux dire, par rapport à nos problèmes de santé. À moins qu'on ait un os qui nous sort de la poitrine ou qu'on a de la misère à marcher puis qu'on souffre comme un martyr, le reste du temps, si tu une douleur ci et ça, ben, on commence par, c'est ça, c'est la petite pharmacie dans la salle de bain, puis on s'essaie avec des pilules, puis de ci, de ça, puis des jours de repos. Mais si on voit qu'après ça ne marche pas, là, on consulte. C'est pas automatique, urgence, let's go. c'est Puis comme tu l'as dit, c'est une question de jugement. Puis je pense que les gens auxquels c'est souvent destiné, ces messages-là, je pense que c'est la même catégorie de gens. Il faut marquer que attention, c'est chaud sur un gobelet de café. Là. Tu sais, ouais, ouais. c'est ça. C'est Donc, c'est la gang de Captain Obvious là, qui n'ont pas encore compris le message non. encore. Donc, moi, je suis tout à fait en accord de faire de l'éducation à la population, par contre, puis de dire, tu as des choses que c'est clair. C'est sûr que tu as mal à la gorge, tu fais 38,2 de température, puis tu tousses un peu, puis tu renifles un petit peu depuis 12 heures, mais tu vas bien, tu continues à manger comme il faut, tu n'as pas une diminution de l'état général. C'est sûr que si tu t'en vas à l'urgence, là, je veux dire, tu vas perdre ton temps, on ne fera rien. Là, donc, mais de donner des critères. C'est sûr que là, ça fait 3 jours que tu fais de la fièvre, tu commences, ton appétit diminue, tu tousses, tu craches vert, tu commences à avoir des crachats colorés. Ah, là, c'est autre chose. Va consulter à ce moment-là. Idéalement, idéalement, c'est pas à l'urgence ta place, ce serait plus avec un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée. Mais bon, dans Ben, les circonstances. ça revient au problème, puis je sais on en avait déjà parlé dans le passé, Karim, mais le principe qu'au Québec, on n'a pas d'entre-deux dans le système. En fait, le entre-deux, ça sera entre guillemets les médecins de famille slash les CLSC, mais on sait très bien que ça aussi, c'est pas mal enclastré, pas mal. C'est un peu comme un cœur qui est trop sur le cholestérol. Donc, les artères commencent à se remplir pas mal. Là, tu sais, d'un côté, on a déjà parlé en masse d'hypocrisie, que les cliniques sans rendez-vous, ça te prend un rendez-vous. Puis juste pour avoir un spécialiste, il faut que tu aies consulté ton médecin. Puis sans compter aussi que les CLSC font quand même une bonne job pour ce qui est des trucs de prévention, puis certains tests, que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'en général, tu sais, puis je pense qu'on en a parlé aussi souvent dans la, euh, pour ce qui est, mettons, du privé en santé, mais je ne sais pas si dans la plateforme du PCQ, c'était ça, mais tu sais, en fait, un peu décloisonner, par exemple, je sais, par exemple, les super infirmières, de leur donner le droit de peut-être, mettons, d'avoir un genre de style pignon sur rue, un peu comme, je sais Mais pas, ça existe pour les super infirmières. Là, ben, que je trouve la parenthèse est ouais, c'est ça, là, intéressante. Ce que je tu dis, m'égare un peu, là, mais c'est. non, non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai mon plan. Mais je trouve, je vais quand même le dire parce que la parenthèse, elle est intéressante. Par rapport au décloisonnement des professions, moi, oui, ça fait partie de la plateforme du PCQ, en effet. Et moi, je suis un ardent défenseur de ça, mais j'ai désenchanté beaucoup, je te dirais. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai discuté, par exemple, avec le président de l'Ordre des pharmaciens à la dernière campagne, avec des gens là, de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec également, euh, et avec de multiples infirmières jusqu'à récemment à l'urgence où est-ce que je travaille, le problème, c'est que avant, moi, je suis d'accord pour décloisonner encore plus, mais c'est surprenant ce que la loi permet de faire aux autres professionnels, c'est de les convaincre de vouloir le faire, de un, OK? Parce que, et les convaincre, ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que tu en demandes plus, tu demandes plus de responsabilités professionnelles. Donc, eux, ils vont vouloir avoir quelque chose en échange, ce qui est normal. Tu sais, je veux dire, Ben ouais. je t'en demande plus, tu en veux plus, OK? Et j'en veux plus, ben, on va juste donner l'exemple du pharmacien, par exemple. Les lois 31 et 41 permettent aux pharmaciens d'aller quand même assez loin. Et assez rare, moi, dans ma pratique, j'ai vu des pharmaciens qui font tout ce que ces lois-là leur permettent. De un, ça prend quand même pas mal de formation continue si tu veux le faire de façon à ce que ce soit conforme avec ton ordre. De deux, ils vont dire oui, c'est bien bon, on va le faire, mais il faut que tu nous décharges. Parce que si je renouvelle le médicament pour la thyroïde, sans que le médecin revoie le patient, ben c'est moi qu'il faut qu'il demande la prise de sang, puis c'est moi qu'il faut qu'il suive. Est-ce que sa TSH, qui est son hormone thyroïdienne, est normale?
où est-ce qu'il faut que je fasse l'ajustement. Ils peuvent tout faire ça, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, ils vont dire à ce moment-là, donnez-nous plus d'assistantes techniques de niveau collégial pour qu'on puisse être déchargé d'un côté de tâches qui sont plus cléricales pour que nous, on fasse ces tâches-là. Même principe avec les infirmières, il y a beaucoup d'ordonnances, il y a des ordonnances collectives qui donnent la possibilité aux infirmières d'aller très loin. Très loin. Traiter une pharyngite, une Ben, otite, ils peuvent faire ça. ben, en fait, mon Même, point, faire, même, faire, même faire des points de suture, des choses comme ça. ben, c'est Donc, ça, parce que, le excuse-moi, décloisonnement, faut vraiment que tu donnes les incitatifs nécessaires et l'environnement nécessaire aux autres hmm. professionnels pour le faire. C'est pas juste par magie. Si c'était juste, les autres professionnels, là, ils sont là à genoux devant le ministre à leur dire « S'il vous plaît, on veut en faire plus, on veut en faire plus. » Puis là, de l'autre côté, tu avais les méchants médecins avec des bâtons qui arrivent puis qui disent « Ceux qui pensent que ça fonctionne comme ça, là, vraiment, ils sont 30 ans en arrière. Là. C'est vraiment, vraiment pas comme ça. C'est déjà quand même pas mal décloisonné, même ici, plus décloisonné que dans plusieurs pays européens. OK? Mais il faut donner l'environnement nécessaire aux autres Fait que c'est professionnels. vraiment une question de mentalité aussi, j'ai l'impression, puis une question de volonté, puis de mentalité. Parce qu'en fait, mon argument, c'était, puis c'est un peu mal formulé, mais je veux quand même le terminer rapidement, c'est que c'est ça, c'est qu'en gros, créer, je dirais pas de remplacer tout ce qu'on a là, tu sais, les cliniques ou peu importe, non, ça pourrait rester, mais tu sais, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens, puis on va y venir, que justement, on parle des fameux P4, P5, vraiment les besoins mineurs ou quoi que ce soit. Mais si on aurait un peu des genres de, je dirais pas urgence, mais en fait, clinique, soins mineurs et moyens, tu sais, soit, mettons, au niveau avec des infirmiers, avec des super infirmières, ou même, peut-être pas, je dirais pas des médecins, mais au moins des spécialistes, du genre, OK, soit ça te prend telle médication, ou à la limite quelques points de suture parce que tu t'es raflé, mettons, en tombant de ton vélo, mais tu as pas besoin nécessairement de te faire hospitaliser ou aller à l'urgence, puisque justement, Tout à fait. oui, c'est grave, mais c'est pas urgent. Là, on parle plus d'un ordre à la limite peut-être d'un P3 ou d'un P4. Ben, je pense que ça serait une possibilité de désengorger, puis justement prioriser pour ça. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que là, on a nos systèmes de rendez-vous de médecins, que pour ceux justement qui n'en ont pas, qui est une bonne partie des Québécois aussi qui n'ont pas de médecin de famille, vont tout de suite dans le système à l'urgence tout de suite. Mais c'est ça, c'est qu'on le système de tuyautage, malheureusement, c'est que ça, il y a comme pas de juste milieu. C'est Là, soit le prescription, la petite pilule, petite granule, j'en coup dessus, puis urgence pour tout le reste. Ça a toujours été un peu le, ouais. le, le- C'est le problème avec le système, un peu, là. c'est qu'il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Ça, Mhm. si on peut Oui, résumer ça absolument. comme ça, parce que moi, quand je suis au bureau, je vois quand même 25-26 patients à chaque fois que je suis au bureau. C'est-à-dire que ces patients-là, ils seraient allés à l'urgence, je les ai vus, puis mes collègues en voient aussi. Donc, il existe l'entre-deux. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'offres de services. Maintenant, un point que tu avais amené qui est intéressant, c'est les super infirmières. Pourquoi c'est intéressant? Quand on regarde, on a vraiment un manque à gagner par rapport à l'Ontario. On en a deux fois moins per capita, OK, que l'Ontario. Et ça, c'est un point majeur parce que les super infirmières, ce qu'on appelle infirmières praticiennes spécialisées, abréviation IPS, elles ont la formation pour faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, et comme elles ont la formation, elles sont à l'aise. Et comme c'est leur job, ben, elles ne diront pas, ben non, je ne soignerai pas ta pneumonie, va voir ton médecin. Non, c'est sa job, tu comprends? Non, c'est ça. Donc là, tout ce qui est otite, pharyngite, pneumonie, entorse lombaire, je veux dire, elles peuvent faire euh, euh, tout ce qui est musculo-squelettique également. Elles peuvent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. T'en as qui sont spécialisés en santé mentale aussi, qui vont traiter des dépressions. Donc ça, c'est de doubler à l'intérieur de quelques années, c'était une des propositions à l'intérieur d'un mandat, de doubler le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées. Ça, ce serait quand même très gagnant et tu pourrais augmenter ton offre de service et ça coûte moins cher à former qu'un médecin. Donc, ça, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Et lorsque tu parlais des fameux, on le voit, M. Dubé, il parle dans son... il parle dans l'article, il dit, bon, P4, P5, je suis 100% d'accord avec lui que la majorité des P4, P5 ne devraient pas être vus à l'urgence. 100% Absolument. d'accord. Oui, Là, 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 là où le bas blesse, c'est de dire pour permettre de voir plus rapidement les P1, P2. Bon, les P1, là, P1, c'est que tu es en train de mourir. non, Tu c'est ça. vas être, tu vas être vu tout de suite, là. C'est ça, t'es priorisé tout le temps, là. Tu es Toutes priorisé les tout le autres. temps. Donc, c'est pas le fait qu'il y ait plus de P4, P5 qui sont vus à l'urgence, qui se présentent à l'urgence, qui font en sorte que les P1, P2 ne sont pas vus. Là. Tu sais, je veux dire, ça, oubliez ça. Le gros problème, c'est les P3. OK? Le fameux P3
que lui, s'y attend, lui, il n'a pas besoin d'être vu tout de suite, OK? Comme un P1 ou un P2. Mais, T'aurais-tu un exemple juste pour bien ouais, ouais, clariser? On comprend que, tu sais, P1, c'est vraiment, c'est ça, ça prend de soins immédiats, sinon tu es en danger de mort. ouais. P1, c'est 2, genre, P1, t'arrives en ambulance, par exemple, tu es en arrêt cardiaque. Ça, c'est un P1. OK. Tu arrives en ambulance, tu satures, habituellement, il faut que tu satures au-delà de 94. Tu satures à 72. Les ambulanciers, ils ont déjà 100 d'oxygène dans ton visage, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc là, il faut que tu procèdes soit à une ventilation, invasive qui va être soit un BiPAP, par exemple, un masque à pression positive, soit une Mmh. intubation. Là, on t'endort et on t'intube. Ça, c'est vraiment ou un trauma que tu as une perte de sang importante, un choc septique, des choses. Là, même choc septique, choc septique, c'est P1 aussi, c'est-à-dire, au lieu de ta tension artérielle est supposée être à 120, elle est rendue à 60. Tu vas mourir. Ça c'est P1, OK? Mmh. P2, c'est genre. Fracture, genre, mettons? Non, 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 fracture, ça dépend. Les fractures, ça peut même être un P4 si c'est pas déplacé. Là. OK. Non, mais je Ça dépend. parlerais juste, genre, mettons, dans l'extrême, là, tu sais, plaie ouverte, puis l'os sort, là. Tu sais, de Ah, ouais, ce genre de fracture-là, mettons, là. bon exemple. Bon exemple. C'est Disons ça. que fracture ouverte. Par exemple, C'est ça, l'infirmière, fracture ouverte. disons, Je vais prendre des termes médicaux qui fonctionnent. très bon terme. Très bon point. Fracture ouverte, c'est-à-dire, tu as une fracture et tu as une lacération, mais tu n'es pas en train de t'exsanguiner. L'infirmière te met un pansement. Ça, c'est un P2. OK? Donc, P2, on veut que tu sois vu à l'intérieur d'une demi-heure. Ça, c'est Ouais, clair. c'est ça. Idéalement. P1, c'est immédiat. P2, idéalement 20 minutes, max une demi-heure. OK? Ça, vraiment, tu sais, je veux dire, les médecins, quand on voit P1, P2, on se garoche là-dessus. OK? Puis même l'infirmière vient nous voir, puis si tu n'arrives pas, ils vont. Je veux dire, on va te harceler longtemps. Là. C'est Ben, ça, longtemps, là. pas longtemps. Là, on est dans le Grey's Anatomy, là. Tu sais, C'est on est ça. vraiment dans c'est ça, la civière arrive, puis P5, c'est genre, t'arrives, tu veux que je te renouvelle ton arrêt de travail. Ou, par exemple, t'arrives, ça fait un mois que tu as mal au coude parce que tu as fait un faux mouvement à ton travail. Tu comprends? ouais. Ça, c'est quelque chose, dans un système qui se respecte, tu ne devrais pas être à l'urgence. On est d'accord? P4, ça va être, par exemple, tu t'es donné un coup de marteau sur le doigt, c'est enflé, c'est pas ouvert. L'infirmière, elle voit que ton refil capillaire est normal. Ça veut dire que ton sang, ta circulation sanguine passe bien. Tu as besoin d'un rayon X pour voir si c'est une radiographie. Ça, c'est un P4. OK? Donc, idéalement, ce qu'on appelle l'entre-deux, les GMF, groupes de médecine familiale, dans le réseau public, devraient être équipés d'un appareil à radiographie. OK? À partir de ce moment-là, là, tu peux voir les P4. Tu comprends? Également, faudrait que l'ensemble des GMF soient impliqués, soient équipés d'un laboratoire pour faire des tests de laboratoire. Maintenant, tu peux les faire là, beaucoup là, sur le bout du doigt. Là. Les tests OK. de laboratoire, ça ne te prend pas nécessairement une ponction veineuse complète. Donc, ça, tu devrais être équipé de ça. Ça pourrait aider à avoir des gains de production. Mais tu sais, juste pour qu'on comprenne, mais le fameux P3, c'est lui qui est dangereux. Pourquoi? Et là, c'est vrai que si tu as trop de P4, P5, puis là, les P4, P5, ça fait 12 heures qu'ils attendent. Là, des fois, ça peut arriver que tu négliges un peu ton P3 qui est dans la salle d'attente, puis que lui devienne un P2. Tu comprends? OK. Le P3, ça va être genre, tu arrives, tu as une douleur dans la poitrine, OK? Mais tu n'es pas instable hémodynamiquement, c'est-à-dire ta pression est normale, tu satures normalement, ta fréquence respiratoire est normale, mais tu as quand même une douleur dans la poitrine. Tu comprends? Et là, on te fait passer un ECG. Si l'ECG est normal, tu es un P3. Mais douleur dans la poitrine, il faut que tu le vois quand même rapidement. Et lui, si tu n'es pas vu rapidement, c'est là que ça peut décompenser et qui peut devenir un P2 s'il complète un infarctus, par exemple. Donc, tu vois un peu la nuance. Donc, c'est le fameux Ouais, ouais. P3 qui est le gros problème dans nos urgences à l'heure En fait, actuelle. surtout, en fait, c'est que souvent, mettons, c'est que tu souffres vraiment, mais, tu sais, c'est une souffrance sur le long terme, mais en bout de ligne, t'es pas sur le point de mourir nécessairement, là. Tu sais, mettons, tu de quoi vraiment, tu l'air on sait pas trop c'est quoi, on sait que ça te fait vraiment pas du bien, mais t'es Ouais. pas sur le bord de tomber dans les pommes. Tu Mais as une bonne douleur au ventre, mais c'est tes signes ça. vitaux sont normaux. Ça peut être une appendicite. Idéalement, il faut que tu sois vu rapidement. Mais
en raison là, de l'urgence qui déborde, entre guillemets, là, tu peux être, là, toi, ce P3-là peut devenir un P2, même un P1. Et là, un point que je voulais amener ici qui est intéressant, c'est on va en revenir au fameux lit. On dit, c'est quoi un lit? Oui, Bon, ça, on en a parlé, je l'ai dit, c'est quoi? Euh, mais la grosse problématique, c'est le manque de lits en fonction des ratios sécuritaires. Maintenant, pourquoi il manque de lits? Il manque de lits où exactement? Ben oui, il t'en manque à l'urgence, OK? Il t'en manque à l'urgence. Quand tu regardes sur le tableau de bord, pourquoi il en manque à l'urgence? OK? Oui, c'est qu'on manque de personnel à l'urgence, OK, d'une certaine façon. Mais en plus de ça, tu as des lits à l'urgence qui occupent les soins infirmiers, le nursing de l'urgence, qui sont sous les soins des infirmières de l'urgence, mais ce sont des patients qui sont hospitalisés. Donc, ils restent à l'urgence sur une civière. Et quand tu regardes le tableau de bord de Christian Dubé, c'est là que ça fait vraiment mal. C'est là qu'on, vraiment à l'international, puis je te l'avais montré dans l'étude que je t'avais présentée sur le PowerPoint, c'est que c'est le temps de civière, le temps d'attente sur une civière. Combien le patient reste de temps sur la civière à l'urgence? De mémoire, on est entre 17 et 20 heures. Tu sais, tu regardes là, au Québec, quand quand tu regardes même. le tableau de bord, on est entre 17 et 20 heures, ce qui est beaucoup trop long. Parce que à partir du moment où l'urgentologue t'a vu, il a posé le diagnostic, il t'a hospitalisé, théoriquement, tu devrais monter sur un étage et libérer ce lit-là de l'urgence pour libérer les soins infirmiers de l'urgence pour que les infirmières-là puissent s'occuper des nouveaux patients qui rentrent sur des nouvelles civières à l'urgence. Tu comprends? Mais comme il manque de lits à l'hôpital parce qu'il manque soit de personnel, soit d'équipement sur les étages, surtout de personnel. Donc là, il reste à l'urgence. Et un autre problème, c'est que tu as beaucoup de patients sur les étages, c'est-à-dire sur l'étage de cardiologie, sur l'étage de médecine interne, sur l'étage de, peu importe, de médecine générale, qui, eux, restent, bloquent des lits parce qu'ils devraient aller en CHSLD. Tu Mm. comprends? Et parce qu'il n'y a pas assez de place en CHSLD. Une solution, une solution pour ça, assez intéressante, c'est tout simplement de passer, de faire un virage comme aux Pays-Bas, comme ce qu'on avait vu, vers des soins à domicile. Soins à domicile, ça te coûte significativement moins cher, à peu près une fois et demie moins cher qu'une porte en CHSLD. OK? Donc, ça peut être intéressant côté efficience, côté coût. Et en plus de ça, mais pour ça, ben, ça prend quand même un peu plus de personnel. Un autre problème, soins intensifs, pas suffisamment de lits de soins intensifs. Et là, ça peut bloquer des patients à l'urgence. Moi, je vais te donner un exemple où est-ce que je travaille, les soins intensifs ont été fermés. Lorsque les soins intensifs ferment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que c'est l'urgentologue qui devient l'intensiviste. OK. Tu comprends? Donc là, tu as un patient, par exemple, qui est instable à l'urgence, puis toi, ta job comme urgentologue, c'est de le stabiliser et après de l'envoyer aux soins intensifs. Mais si ton département de soins intensifs est fermé, ben là, il faut que tu le transfères à des soins intensifs d'un autre hôpital. Eh ben, je pensais même pas que c'était possible de fermer les soins intensifs, sérieusement. Absolument, On en est absolument. c'est-tu vraiment nouveau des dernières années ou c'est quand même commun que ça arrive? Parce que sérieusement, on s'entend que je comprends que c'est ça. Disons qu'on le sait très bien, en tout cas dans ma région, on en a, puis c'est pas le département qui est le plus gros parce qu'on s'entend, on parle vraiment de justement de cas d'exception, que c'est vraiment ça prend vraiment des soins, justement, comme on le dit, intensifs, puis ça arrive pas toujours. Mais quand même, selon moi, c'est essentiel que ce soit tout le temps là, je veux dire, Ben, selon moi, tout hôpital qui porte ce nom-là devrait avoir un ben oui. département de soins intensifs, selon moi. Là. Mais écoute, c'est comme ça. Ben, et fais juste imaginer comme urgentologue, s'il faut que tu fasses le travail, le temps que tu le transfères à des soins intensifs d'un autre hôpital, puis ça se fait pas comme ça. Là. Tu sais, je veux dire, faut que tu aies des soins intensifs qui ont un lit disponible, puis là, il faut que tu Mmh. négocies ton lit, puis tout ça. Donc, souvent, des fois, il peut se passer 3, 4, 5 heures avant que ce patient-là soit transféré. Et pendant ce temps-là, ben, c'est un patient de soins intensifs, donc le nursing, donc ça prend une infirmière à temps plein sur ce patient-là. Puis pendant ce temps-là, le médecin, tu ne peux pas voir des patients qui arrivent dans la salle d'attente là, parce que tu as un patient qui est instable à gérer. Donc, donc ça, manque de lits un petit peu partout. Pourquoi il manque de lits? Bon, on revient à l'étude que je t'avais présentée l'autre jour en PowerPoint. Tu te rappelles? Euh, lit. Ben, maintenant, avant de parler de cette étude-là, montre peut-être l'autre article que je t'avais mis Oui, qui montre le nombre de lits. OK? Puis là, vous allez voir, c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis. Là. on parle d'un article, c'est ça, de la presse en fait, de plus d'un an, du 20 janvier 2022.
Exact. Le Québec en queue de peloton du G7. Oui, Et c'est ça, on est ça, c'est par rapport à la COVID. Je vais arriver ici. Capacité hospitalière. oui, Puis on parle vraiment par nombre de lits d'hôpital par million d'habitants. Et on a vraiment exact, différents pays du G7, incluant le Québec et le Canada. exact. Donc, c'est le Japon qui est en tête de peloton, qui a 12 800 lits par million de personnes. Corée du Sud suivi, 12 400. L'Allemagne, 7 Mhm. 900. France, 5 800. Et ça dégringole, Italie, Espagne, États-Unis. Canada, 2 500. Ouais. Et ça compte plus le Québec. Et le Québec est le tout dernier derrière la Suède avec 1 865 Ouais. lits par million d'habitants. Maintenant, si tu regardes 2 ans plus tard, ça l'a augmenté un peu. On est autour de. Maintenant, on est autour, au lieu d'être autour de 16 000 quelques lits, au Québec, on est autour de 17 000, ce qui nous mettrait, au lieu de 1800 quelques, ce qui nous mettrait pas loin de 2000 à peu près. Mais ça OK. nous, de 2000 par million, là, j'ai fait le calcul tout à l'heure, mais si tu regardes, ça nous met quand même en queue, en queue de peloton là, quand Ben tu oui. regardes ça. Même par rapport à nos pairs canadiens, 2500 en moyenne au Canada. Donc, c'est Et, significativement plus. et autant qu'on dit, ah, mais pourquoi la Suède est quasiment en bas de peloton? Parce que justement, donc, en termes de ratio de population, ils sont moins que nous autres, à peu près équivalents, mais je pense qu'on avait déjà parlé, Karim. Je pense que c'est le taux d'infirmières par nombre d'habitants était beaucoup plus élevé que nous au Québec. Oui, et ensuite, tu as beaucoup de virages ambulatoires qu'on appelle, tu as énormément de soins à domicile. Ah, bien Donc, ce sûr. ratio-là, c'est un pays qui fait énormément de soins à domicile. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut expliquer en partie. Mais regarde l'Allemagne pour le fun. Tu te rappelles, Joey, dans l'étude que je t'avais présentée, Oui. on en avait parlé de l'Allemagne qui avait des facteurs de performance vraiment plus élevés que nous au Québec. C'était impressionnant. Et souviens-toi, en Allemagne, tu avais significativement plus de médecins par 1000 habitants et tu avais significativement plus d'infirmières par 1000 habitants. Au Québec, on est autour de 8000 à peu près. On est autour de, c'était par 10 000 habitants, si je me souviens bien. C'était-tu ça? Attends un petit peu. Il faut juste que je retrouve ça. On en avait. Oui, non, tu avais. C'était par 1000 habitants. Tu avais 8 infirmières par 1000 habitants au Québec et tu en avais 11 en Allemagne, de Ah, c'est mémoire. énorme. Donc, la différence entre 8 et 11, ça te change un réseau de la santé. Rappelle-toi, aux Pays-Bas, on était à peu près dans ce même ratio-là. Puis en Suisse, on était dans un ratio délirant. Il y en a genre 17 par 1000 habitants. Mais on a vu qu'ils sont tellement plus riches que nous, donc on ne se Ah ouais, comparera pas avec la petit Suisse. pays aussi. Et regarde le Japon. Regarde le Japon. Il y a une capacité hallucinante là, d'hospitalisation et de soins. Donc, c'est un peu ça, tu le vois. On manque de personnel. Par rapport, là, les gens vont dire, oui, mais les gens pourraient travailler plus. Ça n'arrivera pas. Les changements anthropologiques de la population font en sorte que les gens ne travailleront pas plus. À partir de ce moment-là, ça te prend plus de personnel. Tu as d'autres façons aussi d'augmenter tes gains de production. C'est là qu'on en arrive avec le système privé. Le système privé est en mesure, avec moins de personnel, de faire plus. Ça, c'est vrai. Plus de chirurgie. Les chirurgiens qui opèrent au privé vont être en mesure de te le dire, sont capables d'opérer minimum 2 fois plus, 2 fois plus, des fois 3 fois plus dans leur journée. OK? Mais 2 fois plus, c'est pas rare que tu vois ça. Pourquoi? Ben, je veux dire, c'est la gestion du privé, elle est de par sa nature. Elle recherche l'efficience et elle recherche l'efficacité. Ça, c'est clair parce que tu as des Puis incitatifs à ça. et même plus facilement que ça, Karim, autant que je me mettrais si je devais repartir ma vie demain, puis je m'en allerais soit en soins infirmiers ou en médecine ou quoi que ce soit, je vise le privé all the way, là. C'est Excusez-moi, sûr. mais fuck le C'est public, là. sûr. Tu sais, puis je pense que c'est surtout ça, tu sais, la question de «Ah, ça prend plus de monde». C'est pas nécessairement qu'on pourrait pas l'avoir, malgré que je comprends qu'au Québec, on a une pyramide des âges pas mal plus décroissante, plus vers un vieillissement de la population, mais mettons qu'on aurait une possibilité de le faire. Le gouvernement du Québec, surtout avec la COVID, a montré que le monde n'a plus le goût de travailler pour lui. C'est un mauvais employeur. Puis même, je connais des gens qui, autant au niveau également de l'éducation, que soit ils vont aller dans d'autres provinces canadiennes, ou ils vont aller étudier ailleurs, ou ils vont tout faire pour pas aller dans le système parce qu'ils savent que le système québécois, excusez-moi, mais il est à chier. C'est Fait que assez. puis il est mal Exactement. géré. Puis c'est plate parce que justement, c'est des gens majoritairement extraordinaires qui sont ultra passionnés, qui sont dans ce système-là aussi, mais c'est tellement mal foutu
que tu n'as pas le goût de te scraper, puis je comprends. Tu sais, même si tu es payé, je sais pas combien de primes, puis tout, puis le gouvernement n'a pas l'air de comprendre qu'ils s'en sacent de leur salaire. Ben oui, ils veulent un salaire compétitif, bien évidemment, mais c'est leur qualité de vie qu'ils veulent. Puis c'est pour ça qu'ils vont toutes des agences privées. Puis le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent fermer les agences privées. Fait que, tu sais, moi, je me dirais, comme tu le dis, Karim, je pense que c'est vraiment que si on ferait une promotion pas nécessairement du privé, mais d'un marché mixte, mais avec l'émergence d'un système privé parallèle, soit au niveau des hôpitaux privés ou même simplement des cliniques ou des opérations, je pense que ça pourrait créer un nouvel engouement pour une future génération d'infirmiers, infirmières, puis des gens au niveau des soins, qui iraient peut-être plus vers le privé au début, mais comme on le dit souvent, ça permettrait par la suite au public d'apprendre de ses erreurs, puis à la limite un peu de copier ce que Absolument. fait le privé. Absolument. En bout de ligne, ben, l'image de mauvais employeur que le public a pourrait tranquillement s'effacer s'il s'améliore pour qu'à un moment donné, ça se rééquilibre. Là, tu sais. Fait que, C'est vraiment l'objectif. Puis, tu sais, rapidement, les types de privés, tu en as plusieurs, c'est-à-dire mhm, hôpital public géré par une compagnie privée, hôpital privé géré par une compagnie privée payé par le public et hôpital purement privé qui géré par du privé qui accepte les assureurs privés et l'assureur de l'État, les deux. Tu as une mixité comme ça de mhm, possibilités. Il suffit juste d'enlever quelques règlements dans la loi, puis ça peut se faire assez facilement. Puis d'autres choses qui peuvent te permettre d'augmenter tes gains de production. Juste un exemple comme ça. Reconnaître les diplômes pan-canadien. Ça, tu peux avoir, OK, ça, tu peux vraiment avoir, puis je pense que Pierre Poilievre était intéressé à faire ça, c'est-à-dire, les diplômes, tu peux faire reconnaître ton diplôme, c'est-à-dire, comment je peux dire, moi, si je veux faire reconnaître mon diplôme en Colombie-Britannique, c'est pas compliqué, là. Ça va arriver, là. Mais c'est de la paperasse, tu comprends? mhm. Si tu le reconnais d'emblée, ça, c'est sûr, c'est des ententes canadiennes, des ententes avec les autres provinces. Mais juste un petit exemple comme ça, qui peut te faire gagner en productivité, c'est que, puis ça, on en vient aussi à la télémédecine, que ça prend assez. Moi, je connais quelqu'un qui est allé récemment en Autriche, puis elle faisait une bronchite. Et le médecin qui a prescrit son antibiotique par télémédecine, c'est un médecin qui pratique en sol allemand. Donc, OK. ouais, donc, Ah, ouais. tu prends rendez-vous en télémédecine, tu es en Autriche, tu prends rendez-vous en Allemagne, on t'envoie ta prescription, puis tu vas dans une pharmacie autrichienne, puis ça passe. C'est, donc ça, tu pourras avoir des gains de productivité en utilisant la télémédecine et aussi la télémédecine, mais également, ça pourrait être pan-canadien. Pourquoi tu ne pourrais pas faire ta consultation de télémédecine avec un médecin du BC ou de l'Alberta ou de la Saskatchewan? Ah, les méchants Anglais, Karim, on veut rien savoir. Ben, c'est ça que j'allais dire d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a un lien historique entre l'Allemagne et l'Autriche, c'est souvent la même Oui, langue et tout ça, fait que j'assume que c'est sûrement des accords internationaux reliés à ça. oui. À la limite, on va faire un peu du caribou ce matin, mais c'est ça, tu sais, je comprends qu'il y a un décalage Je te horaire, vois mais tu sais, venir. mettons des médecins des médecins français qui feraient un peu de télémédecine pour les Québécois, en tout cas, aux heures du Moi, souper, quoi que ce soit. Je comprends qu'on est un j'aurais. peu irréaliste. On a un océan qui nous sépare, mais c'est ça, qu'on est un peu de ce côté-là. À la limite, aussi, J'aurais rien contre ça. les gens de l'île de la Madeleine qui font de la télémédecine avec un médecin de Saint-Pierre-et-Miquelon, mettons, là, on va essayer d'être un petit peu plus proche géographiquement. Mais non, mais c'est pas fou, sérieusement. Puis, Non, ça peut être quelque chose d'assez simple. Et tu sais, pour terminer aussi, je pense que l'intelligence artificielle va jouer un rôle important, puis il va falloir aller ouais, vers ça. beaucoup. Tu sais, tu peux avoir de l'intelligence artificielle, par exemple, on parlait là, des fameux moniteurs cardiaques, mais le moniteur cardiaque, tu as besoin d'une infirmière pour le regarder, parce que si tu n'as personne qui le regarde, ça ne donne pas grand-chose d'en avoir un, mais là, tu occupes du temps d'une infirmière. Donc, si tu as une intelligence artificielle qui est reliable, ben, cette intelligence-là peut faire en sorte de détecter tes arythmies, puis, je veux dire, de t'aviser. Moi, je pense que ça fait partie. Euh, je pense que l'intelligence artificielle peut nous faire gagner là, des gains, en gains de production de façon très significative. La technologie en général, là, tu sais, on en a Ouais. parlé souvent à quel point que c'est ça. Disons qu'on est tout au courant de notre cher ministre de la numérisation au Québec. C'est ça. Disons que ça va pas très bien déjà en partant. Fait que avec la SAC qu'on a eu l'année passée, ça va faire quasiment un an dans pas très longtemps. Déjà que selon moi, qu'encore aujourd'hui, les hôpitaux québécois ne se parlent pas. Tu sais, c'est vraiment rendu les patients eux-mêmes ou les personnes à charge qui doivent faire le lien
OK, tel patient, mettons, il va à tel hôpital, on le connaît pas. Ouais, mais il voit un spécialiste à tel hôpital, telle place, telle place, telle place. Mais si tu le dis pas, ils le sauront jamais. Tu sais, Ah, alors que tu exact. dis, on est dans le même système, on est dans la même affaire, puis tu sais, c'est un peu ça, parce que d'un côté, beaucoup de gens sont délaissés à cause de ça, parce qu'ils se disent, tu sais, autant qu'il y a un peu comment je pourrais dire ça? Il y a un peu de laisser-aller, qui dit: «Ah, je paye tellement d'impôts, gérer tout, gérer tout». Je comprends qu'il y a un côté, il faut vraiment, faut savoir se débrouiller, puis il faut savoir être responsable de notre soin de santé, puis de nos dossiers de santé, puis pas nos altercations, mais de nos antécédents. Mais d'un autre côté, tu te dis: «Crime, si au moins» on assume que le réseau est organique, là, tu sais, aussi, tu sais, que ça se connecte, que les gens, OK, on On, a- fait le on, a- lien, on, tout. on assume ça. C'est mieux que ce que c'était avant avec le dossier Santé Québec, mais c'est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de Non, c'est choses qui ça, nous là, tu sais, manquent on a là-dessus. la fameux Ouais. exemple des fax, là, on n'a pas en parlé longtemps, à quel point que c'était je pense que j'avais vu une vieille c'était-tu aux États-Unis que j'avais vu ça? Il y avait une pub je pense que c'était pour justement des équipements de soins santé ou un système de banque de données de soins pour les hôpitaux. J'ai aucune idée si c'était relié au gouvernement, mais j'avais vu ça à TV. C'était, mettons, tu avais un patient qui rentrait justement, là, un P1, il est en civière, il sort de l'ambulance, puis là, tu as le médecin, il dit: «OK, qu'est-ce qu'il y a?» Puis là, il y a comme un gros, un gros écran à côté parce que tu comme tous les dossiers reliés. Il dit: «Là, qu'est-ce qu'il y a?» Lui, on sait-tu qu'est-ce qu'il y a? Il dit: «Ah, telle affaire, tel nom, tel poids, il y a tel antécédent, il est allergique à telle affaire, il faudrait faire ça.» Parfait. Puis là, tu as comme le même affaire, mais ils ont comme pas les informations. Il m'a dit telle affaire, il m'a dit Ouais. ça, on a de la misère à contacter la famille. Fait que là, tu as comme le médecin, il dit: «OK, en attendant, on va faire ça, on va faire ça.» Fait qu'il faisait comme un peu la différence entre OK, on a vraiment toutes les informations données direct entre nos mains, puis un peu le oui-dire de ce qu'on entend finalement. Là, tu sais. Puis il disait OK, prenez tel système pour avoir accès à nos soins de santé, puis de ci, puis de ça. Je me rappelle plus trop c'est quoi. Mais non, non, c'est la différence d'un peu la médecine du 20e siècle, la nouvelle médecine, puis le système de numérisation du 21e siècle, mettons. On sait qu'on est rendu. Là. Absolument. Ouais, je comprends. Je comprends. Mm. Écoute, tu penses qu'on a pas mal fait le tour, Oui, j'imagine? je pense que j'ai pas mal fait le tour. On va avoir la chance là, Yes. d'en reparler puis de mettre des choses, de mettre encore plus de viande autour de l'os en fonction de l'actualité. Mais je pense que pour aujourd'hui, on a fait pas mal le tour là, de ces deux articles-là, puis un peu là, essayer d'éclairer les auditeurs par rapport à ce qui se passe là, dans le système de santé. Ben, c'est bien parfait. Ben, merci beaucoup, Karim. Regarde, je pense que les auditeurs vont apprécier. Donc, on fait tout le temps d'un petit peu plus long avec toi, mais c'est toujours bien apprécié. En tout cas, moi, je ne vois pas le temps passer personnellement. Là. Maintenant, J'ai c'était j'ai- bien le fun. j'ai vraiment du fun. Je pense que le monde va apprécier ta première de l'année. Fait que, on va continuer. Écoutez, on n'a pas encore commencé, mais j'ai lancé l'idée durant. En fait, on avait un peu parlé, si vous avez écouté notre édition du temps des fêtes dans toute liberté, à quel point je voulais peut-être faire un peu je dirais pas des hors-séries, mais en fait, des en toute liberté un peu plus intemporels, reliés à d'autres sujets. Je sais, comme tu l'as dit, Karim, tu tripes bien gros sur la géopolitique. Et comme vous le savez, disons que ça arrive de temps en temps, puis regarde, c'est la vie, bien évidemment. Des fois, nos interlocuteurs, pour X et telle raison personnelle, ils ne peuvent pas toujours être là. Fait qu'on va essayer via justement notre nouvelle stratégie, d'enregistrer de temps à autre du stock plus intemporel relié à d'autres sujets tout aussi intéressants pour un peu combler ça si jamais ça arrive, ou simplement le poster en supplémentaire pour ceux qui s'intéressent. Fait qu'on n'a pas encore commencé le processus, mais quand les idées vont venir, on va vous faire ça, puis on va vous mettre ça beau. Je pense que vous allez bien apprécier. Puis peut-être des rencontres entre différents interlocuteurs aussi, pourquoi pas. On vous prépare des trucs, comme on dit, là, on fait le cooking pot est en train de chauffer, puis on vous prépare de quoi de pas pire. Fait que sinon, passez une bonne journée, un bon lundi tout le monde, une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine dans un autre En toute liberté. Bonne Bonne journée tout le semaine à monde. tous.